Bonjour à toutes et à tous. J'en profite pour permettre aux participants d'avoir le son des petites vidéos. Voilà, ça sera fait. Merci pour cette invitation sur ce sujet qui est très très intéressant. Merci à ceux et celles qui ont présenté le sujet auparavant. Donc effectivement sur le Pays Basque, on a la chance d'avoir une côte légèrement un peu plus élevée, mais qui on le verra elle aussi donc et nous pose pas mal de questions en termes de gestion aussi. Donc moi, je travaille donc au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en tant que technicien et j'ai notamment en charge la gestion des espaces naturels sensibles qui appartiennent au département. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui a été mené sur un de ces sites-là, qui s'appelle le site d'Ereteguía, qui est situé sur la commune de Bidar, pas très loin de Biarritz. Voilà, donc le projet s'intitule aujourd'hui, je me suis permis de le renommer Renaturation et résilience sur l'ENS d'Ereteguía, avec toute l'humilité qu'il faut savoir garder sur ces sujets-là. C'est un projet qui a pu être mené grâce à un partenariat fort. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, suivant les différents échanges, mais le département lui seul n'aurait pas pu mener ce projet-là, et c'est vraiment une cohésion de groupe qui permet d'avancer sur ces thématiques. Donc, je tenais juste à quand même les présenter très rapidement, nos partenaires qui figurent ici en dessous. Donc, la commune de Bidar, qui est une commune très investie sur le sujet de la gestion du littoral, et notamment très sensible à cette nécessité de s'adapter au phénomène de changement climatique et au phénomène du recul du trait de côte chez nous. On recule plus qu'on est submergé, même si on a quand même un petit peu les deux. La communauté d'agglomération Pays Basque, qui est ni plus ni moins qu'une grosse communauté de communes, mais qui a notamment la compétence sur la gestion des risques littoraux et qui se charge du suivi de ces thématiques-là. Le GIP Littoral Aquitaine, qui est un partenaire indispensable aussi pour tout ce qui concerne l'accueil du public, la mise en place d'équipements pour sensibiliser aussi le public sur les thématiques, et puis la gestion du littoral. Les services de l'État qui, dans le cadre de ce projet, ont été associés dès le début et qui sont des partenaires à la fois techniques et administratifs indispensables, avec qui on peut travailler, et qui, on le verra, ont même été partenaires financiers du projet, ce qui est pas toujours le cas. Et puis nos collègues du conseil régional, avec leurs différents services, le service tourisme et le service plutôt d'aide financière via le FEDER, financement européen. Donc ces partenaires-là font vraiment partie de cette équipe. On parle souvent de rugby ici au Pays Basque, mais c'est vrai que le département était peut-être le numéro 9 là qui jetait le ballon, mais sans l'équipe, on n'aurait pas pu arriver au bout. Et bien évidemment, je cite aussi Joseph Andueza et Maya Agor, qui sont les partenaires, on va dire les maîtres d'œuvre qui ont travaillé avec nous sur ce projet. Je reviens très rapidement sur la présentation du site, pour resituer un peu où se situe cet espace naturel sensible, donc dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et au bord du littoral, sur la commune de Bidar. C'est un espace naturel sensible qui a vu le jour au tout départ de la politique un petit peu environnementale, bien avant la politique ENS qui date de 1985. Donc cette zone a été créée par arrêté ministériel, comme le site de la Corniche basque et du domaine d'Abadia, qui sont des propriétés du conservatoire du littoral, qui montrent bien que ces sites-là relevaient déjà d'un enjeu majeur en termes de paysage, en termes de biodiversité, et c'est ce qui a permis à la politique ENS de se mettre en place progressivement. Parallèlement, la politique européenne, on va dire, liée à Natura 2000, est venue se calquer sur ce site. Donc le site est concerné par la directive Habitat, notamment grâce à la présence de plusieurs habitats d'intérêt communautaire. On en parlera un petit peu tout à l'heure. On est concerné également par un site inscrit, bien évidemment par la loi littorale, vu qu'on est à vol d'oiseaux ou de petits limicoles qui sont chez les collègues de la réserve de l'îlot des Niges. On est à peine à 100 mètres là, entre le littoral ici, puis la route départementale en haut, et concerné également au niveau du PLU par
par le classement en zone espace remarquable. J'insiste un peu sur ces mots-là parce que vous le verrez derrière, bien évidemment que ça a un impact sur la mise en place d'un tel projet. C'est un site qui accueille environ 100 000 visiteurs par an, principalement autour de la saison estivale, notamment par la présence d'une plage qui est relativement assez sauvage et appréciée par les bidartars, mais également par tous les vacanciers qui viennent au Pays Basque. En termes de gestion du site, on s'appuie sur une association chantier d'insertion qui intervient pour assurer l'entretien et la petite gestion quotidienne du site. La commune de Bidart, elle aussi, est présente, des entreprises privées, puis des bureaux d'études sur la partie suivi scientifique. Si on zoome un petit peu sur le site, on s'aperçoit qu'il y a un secteur là qui fait à peu près 10 hectares ici, qui a été quand même sacrément aménagé par l'homme depuis les années 1920. Donc le paysage, du coup, lui aussi a été dessiné par l'homme avec la volonté en 1927 de créer un lotissement dans ce beau décor. Heureusement que la pression certainement écologique de l'époque écologiste a fait capoter ce projet, ce qui a permis de préserver quasiment l'ensemble. Mais le lotissement a laissé quand même une trace indélébile avec la création de cette route, d'une aire de retournement, qui ont donné envie à d'autres aménageurs de créer un camping sur cette zone littorale qui après a donné naissance donc à différents petits bâtiments, des toilettes, l'aménagement d'un parking, un poste MNS qui est arrivé par la suite lorsque les plages ont été ouvertes au public et surveillées par des MNS. Un petit snack de plage, bien évidemment, qui s'installe aussi dans la fin des années 94. Donc, différentes activités aussi comme l'école de surf. Donc, un site naturel qui, en l'équivalent d'une cinquantaine d'années, a sacrément perdu son charme d'antan, mais qui a également répondu à des attentes nécessaires de la part du public local et des usagers locaux. Donc, aussi un site qui vit et qui a vécu avec son temps. Donc, d'un point de vue imagé, voici à quoi ressemble un peu notre petit paradis sur Bidart avec voilà les différents aménagements dont je vous parlais, le petit snack, le poste MNS. Le poste MNS qu'on retrouve ici sur la photo en haut à droite avec là par contre des aménagements de confortement qui ont été nécessaires à l'époque pour préserver ce tout petit bout de digue. Alors, on est très très loin des kilomètres des marais endigués, on est sur une petite quarantaine de mètres de petites digues avec l'aménagement de rampes en béton pour permettre aux piétons de descendre sur la plage, aux engins qui nettoient les plages d'accéder. Donc vraiment un paysage qu'on a l'habitude de voir sur nos côtes, mais que le département a souhaité, si possible, faire disparaître ou à minima faire régresser par le biais de ce projet de renaturation qui avait pour objectif donc de redonner place au maximum à la nature. Et en mettant en place ce projet, on s'est aperçu qu'on pouvait aller un petit peu plus loin et même aller jusqu'à s'adapter ou essayer avec nos petits moyens de s'adapter au phénomène que le changement climatique nous impose, c'est-à-dire une fréquence de tempêtes et de vagues submersives beaucoup plus présente, donc qui occasionne des dégâts, on va dire annuels, notamment en période hivernale sur les ouvrages de confortement, sur les différents équipements d'accès à la plage. Donc une nécessité là aussi de profiter de ce projet de renaturation pour tenter de s'adapter au mieux. Donc un paysage qui est dessiné par l'homme, je vous l'ai montré, mais également par la nature. Donc là, je vous montre cette image là qui reprend le site naturel depuis la mer vers l'intérieur. Donc on retrouve un petit peu le paysage là du site aménagé, mais on voit surtout ici que quand on a un phénomène érosif sur le secteur, ça peut se voir. Donc, on a en moyenne 20 cm d'érosion sur la falaise rocheuse au niveau du Pays Basque, et en général entre 50 cm et 1 mètre plutôt sur nos petites falaises dunaires, on va les appeler comme ça, mais qui sont principalement situées sur la partie nord du Pays Basque, sur la commune d'Anglet, limitrophe avec le littoral des Landes. Donc, face à ces phénomènes-là, la
collectivité la plus en charge de mener un suivi a lancé une stratégie de gestion des risques littoraux. Donc, il s'agit de la communauté d'agglomération Pays Basque qui a, suite à ces phénomènes de recul du trait de côte et cette nécessité de s'adapter, d'adapter nos différents équipements. On le voit ici, sur la photo, on a un petit sentier du littoral qui passe à proximité immédiate de la falaise. Donc, ces phénomènes-là, plus des phénomènes plus économiques, plus des équipements plus liés à l'économie locale, comme des hôtels, des restaurants, des campings, ont fait qu'il était nécessaire pour les collectivités locales d'anticiper sur quel pas de temps et quel pas géographique le recul du trait de côte allait agir sur notre littoral. Donc la stratégie a été menée sur un pas de temps, sur 2 pas de temps, on va dire, sur un pas de temps de 2023 et un pas de temps de 2043. Donc ici, si on zoome sur le site d'Eretegia, on retrouve à nouveau notre jolie route un petit peu cicatrique, la cicatrice de l'ancien lotissement. Et ici, sur ce secteur-là, si on le zoome, on retrouve notre petit poste MNS, qui est juste à la bordure d'un petit linéaire bleu qui représente le futur trait de côte éventuel, l'ALEA, on va dire, qui a été estimé par les scientifiques du BRGM en 2043. Donc en 2043, le trait de côte qui aujourd'hui est représenté par ce trait de côte en pointillé noir, qui est le pied de falaise, on va dire, d'ici une toute petite vingtaine d'années, aura reculé de quelques mètres. En soi, c'est pas grand-chose, mais sur ces quelques mètres, il se trouve qu'on a donc un poste MNS, un bâtiment, un système d'enrochement, un système aussi un petit peu invisible souterrain qui collecte les eaux pluviales par des systèmes d'eau de buse. Donc on a quand même tout un tas d'équipements qui seraient directement concernés par cette érosion. Et on a ici quasiment qui suit le petit trait bleu ciel, un sentier de balade qui, à 2023, est directement déjà concerné par une érosion éventuelle et voire une disparition du sentier. Et en 2043, on a carrément dépassé la zone où se situe ce sentier qui est fortement fréquenté par le public. Donc, nécessité d'adapter notre projet de renaturation à ces problématiques-là du recul du trait de côte. Quelques images pour vous illustrer un peu à quoi ressemblait le site il y a encore 1 an et demi. Donc un site qui était très anthropisé sur la partie basse avec donc les différents bâtiments, les aires de retournement, les voiries, les terrasses, et puis un paysage qui aujourd'hui vous permet de voir, je vous le remontrerai par l'intermédiaire de vidéos, le rendu en partie des travaux, parce qu'on est sur des travaux qui se sont terminés en grande majorité à l'été dernier, mais qui sont pas totalement encore terminés. Mais ce qui nous intéresse globalement aujourd'hui, c'est notamment cette zone ici où l'on a souhaité recréer une plage la plus naturelle possible, la plus proche d'un fonctionnement naturel possible, contrairement à ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire avec une petite digue, on l'appelle comme ça, c'est absolument pas une digue similaire à des marais ou autres, ou des bords de littoraux classiques, mais on est sur un terrassement plutôt. Terrassement qui a permis d'installer des équipements, de pouvoir mettre des rampes, le tout consolidé par des enrochements ici, et qui représentait quand même une différence de hauteur de quasiment 7 mètres. Donc les vagues qui venaient en période hivernale, on les avait mesurées via d'autres études. En général, les plus hautes vagues lors des grosses marées montaient jusqu'à la hauteur des 7 mètres. Donc, avec ces enrochements et ce terrassement, bien évidemment, la vague n'arrivait jamais à monter là-haut. Mais par contre, les études montraient que grâce à la création d'une plage plutôt en pente douce, on est sur entre 8 et 10%, on permettrait aux forces de la houle de monter de manière plus douce, si on peut dire, sur ce secteur-là pour casser un petit peu la force des vagues et de ce fait impacter un petit peu moins les abords de l'enrochement qui était présent ici, qui l'enrochement provoquait directement des dégâts sur les falaises aux alentours, là où j'ai la petite flèche.
Donc là, vous avez de manière un petit peu schématique le projet qui avait été imaginé. Donc supprimer les enrochements, supprimer les équipements, tout le réseau hydraulique souterrain pour laisser place à un écoulement le plus naturel possible d'un petit ruissellement là qui passe à l'intérieur du site. Oh, pardon. Supprimer les enrochements, créer une pente douce et accepter le repli, c'est le terme qu'on a employé, hein, le repli de ce poste MNS qui était à la fois un poste MNS mais également une petite empreinte visuelle, un petit témoin visuel de cette plage. Les gens, lorsqu'ils voyaient ce bâtiment sur des cartes postales, sur des revues ou autres, savaient que c'était la plage d'Eretegia. Donc il a fallu faire accepter aux locaux, à la commune, que ce bâtiment qui était menacé, mais dans un futur à moyen terme, mais dans 20 ou 25 ans, ça nous parle pas encore assez fortement. Donc, il a fallu accepter de prendre un petit peu les devants, comme le disait tout à l'heure, j'ai perdu son prénom, pardon, sur la nécessité d'anticiper un peu ce besoin de repli. Donc, c'est un projet qui… Oui, il reste… Je me permets de vous signaler qu'il faut maintenant conclure pour laisser la place aux questions. Eh bien, c'est parti. Alors, les facteurs de réussite avec, si possible, je vais essayer de les passer assez vite, mais ce qui a vraiment avantagé de la mise en place de ce projet, c'est le foncier. C'est vrai que le fait d'être propriétaire entre le département et la commune a permis de pouvoir lancer en tant que maître d'ouvrage et en tant qu'un peu initiateur ce projet. Forte implication des élus locaux, on en reparlera certainement, et des services de l'État qui ont été vraiment acteurs. Le partenariat, j'en ai parlé au début de la présentation, et le large processus de concertation qui aujourd'hui, avec du recul, aurait pu être 10 fois plus large que ce que l'on a fait, mais qui colle bien avec les éléments que Anne a cités dans le projet Adapto et les éléments dont se posait question Jean-Christophe Lemerle, la concertation et l'acceptation du projet avec les usagers et leur participation est nécessaire pour qu'on avance à plusieurs et pas simplement les collectivités. Cette concertation est bien évidemment accompagnée d'une communication en amont, pendant et après le projet. Donc les contraintes, les menaces, je sais pas comment les nommer, mais c'est vrai que c'est du temps d'adaptation pour convaincre des élus de voir leur patrimoine paysager, leur patrimoine culturel évoluer, s'effacer, s'adapter. C'est pas forcément simple, donc il nous a fallu 5 ans pour ne serait-ce que monter le projet avant de lancer des travaux. Il y aura toujours quelques frustrations ou incompréhensions, donc d'où la nécessité de mettre en place des outils de sensibilisation, des animations pour continuer à échanger sur ce sujet-là, essayer de faire passer le message et de prendre aussi quelques remarques constructives ou critiques constructives. C'est pour ça qu'on va travailler encore avec le tissu associatif local et notamment le CPIE Littoral. Je fais un petit clin d'œil à nos collègues qui sont connectés aujourd'hui. Et voilà, donc rapidement pour terminer, une petite vidéo qui vous montrera un petit peu de visu à quoi ressemble cette évolution et cette adaptation pour qu'on voit que c'est possible d'enlever des embouchements, de supprimer des éléments du patrimoine paysager local qui sont là depuis 50 ans, donc ils se sont habitués. Il est possible de reculer aussi, de se replier, de ce fait pour un paysage qui évolue, qui est un paysage dans les plaisir. Voilà pour vous montrer quelques images et puis on peut commencer éventuellement les questions tout en laissant un peu cette seconde vidéo arriver qui présente d'autres images d'avant, après, notamment sur la partie renaturation qui nous concerne peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui, mais qui rejoint les propos d'Anne. Pourquoi il est possible de renaturer, de s'adapter et pas forcément de voir. Peyo, est-ce que c'est possible de baisser le son de la musique? C'est possible. Voilà. On peut même l'arrêter.
Très bien, ben, on peut laisser dérouler les images pendant que vous, vous posez des questions. C'est là un exemple concret tout à fait parlant et on voit bien que ce n'est pas forcément la dimension des ouvrages qui fait la richesse de l'exemple et la difficulté de le réaliser, parce qu'on voit bien que enlever des enrochements, c'est jamais simple. Et alors, est-ce que nous avons des questions? Vous avez des bravos déjà, donc ça c'est intéressant. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et il y a une question qui concerne, enfin, qui parle du programme Nature 2050 porté par la Caisse des dépôts biodiversité, CDC Biodiversité, euh, et qui consiste à demander si vous avez d'autres projets au niveau du département qui pourraient être soutenus par ce type de programme. Alors aujourd'hui, des projets au niveau technique, on en a plein, effectivement. Aujourd'hui, c'est difficile de répondre concrètement parce qu'on va rentrer dans une période électorale en juin où donc les élections départementales et régionales aussi vont se passer. Donc, je pense qu'il y en aura de nouveau, certainement peut-être même sur la même commune, peut-être sur le site naturel en question qui est un tout petit peu plus au nord, mériterait également une renaturation d'une partie et puis et éventuellement une adaptation aussi au changement climatique. Donc, si le département n'est pas maître d'ouvrage, par le biais de partenariats, notamment avec le GIP Littoral, le GIP Littoral a mené des projets qui s'appellent ADS, donc qui consistent à aménager durablement des stations souvent balnéaires pour répondre à ces objectifs-là. Donc, si le département n'est pas directement maître d'ouvrage parce qu'il n'est pas propriétaire du foncier, on risque d'être présent en tant que partenaire financier, certainement. Donc, mais à ce jour, voilà, j'ai pas de projet concret. On pourrait parler quand même de la Corniche basque aussi sur Urugne, où le département est propriétaire d'une route départementale qui passe au bord du littoral, qui longe des propriétés du conservatoire du littoral et qui est soumis à énormément d'érosion aussi. Donc, il y a de très grandes chances que des projets similaires se mettent en place à l'avenir. Et j'ai bien envie de dire, on n'aura pas le choix. Voilà. Alors, il y a une question technique sur les apports de sable, c'est-à-dire est-ce que vous avez été amené à ramener du sable nouveau? Puis une deuxième question, toujours sur la question de la perception. Là, vous avez parlé de la façon dont vous avez mis en œuvre le projet et la concertation qui l'a entouré, mais est-ce que vous avez des retours aussi sur le résultat? Est-ce que les gens localement s'expriment et qu'est-ce qu'ils vous font savoir de ce qu'ils en pensent? Tout à fait. Alors pour répondre sur la question du sable, c'est un véritable sujet parce que la plage est extrêmement petite, donc le dépôt des laisses de mer est assez faible, donc la constitution de micro-dunes ou de dunes blanches, si on pouvait les appeler comme ça, est complexe, sachant qu'en plus on a un nettoyage des plages qui était quotidien en été avec des gros engins qu'on peut connaître, donc on est encore sur l'ancien modèle, même si là, depuis ce projet-là, la commune qui est compétente en la matière est partie sur un nouveau nettoyage des plages beaucoup plus raisonné, beaucoup plus manuel. Donc, ce qui va nous permettre, on l'espère, par la mise en place de petits équipements comme des ganivelles en bois qui permettent de consolider un petit peu le haut de plage, de maintenir le sable. Donc, nous n'avons pas fait d'apport de sable quoi qu'il arrive. On s'est juste permis de gratouiller un petit peu le sable présent sur la plage pour recouvrir la jonction entre la fin du domaine terrestre et le début de plage dans un point de vue purement esthétique et technique lorsque nous avons dû finir les travaux au mois de juillet et dans l'heure qui suivait, on avait des wagons de vacanciers qui arrivaient et qui voulaient s'installer. Donc, on a eu juste cette petite jonction à faire. Sinon, notre souhait, c'est vraiment de laisser la nature faire, de l'aider dans la mesure du possible par la création de cette pente douce pour que le sable et les sédiments autres, les laisses de mer puissent se déposer. Voilà. Et donc, au niveau du retour du public, donc on a le plus souvent des retours de mécontentement plutôt que des retours comment on pourrait appeler ça,
Félicitations. Félicitations. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on a, on aimerait justement mener une étude là. On est en train de la chiffrer pour avoir un retour un peu efficace et un état des lieux aussi sur les usages, la fréquentation. Donc, je n'ai pas de chiffres exacts, mais on a du mécontentement, mais qui est important de prendre en compte sur le changement paysager. Pour moi, je le prends comme un manque de communication, de concertation en amont, même malgré qu'on ait fait ce travail-là. Cela montre qu'on n'a peut-être pas assez appuyé sur le fait qu'il va falloir s'habituer à changer un petit peu de paysage, à retrouver un paysage originel qui n'était pas celui qu'on a connu là pendant 50 ans, sur lequel on s'est habitué, mais il faut prendre en compte ces petites critiques-là pour justement accentuer la concertation, la communication. Ça, c'est un élément essentiel. Sinon, globalement, après, bien évidemment qu'on a des messages de félicitations, des personnes qui découvrent aussi le site ou qui le redécouvrent et qui bénéficient grâce au travail de l'architecte paysagiste de nouveaux points de vue pour les sensibilités un peu plus écologiques. On retrouve également de nouveaux habitats naturels. J'en ai peu parlé là parce que c'était pas le sujet, mais notamment sur la recréation de cette plage à pente douce, on espère retrouver des habitats de dunes grises avec des espèces protégées qui étaient présentes sur des tout petits confettis. Mais donc on a des félicitations, des fois aussi des félicitations de nos partenaires scientifiques et techniques. Alors c'est des félicitations ou des encouragements, mais qui montrent que on a été dans le bon sens. Rien ne sera parfait toujours, Vous avez également les félicitations d'une participante du présent séminaire, hein, qui est une utilisatrice de ce site et qui l'aménagement est très réussi. Donc vous voyez, tout va bien. Mais Raphaël, oui, c'est gentil. Ça, c'est le Sud-Ouest Power. Ça, on se soutient. Voilà. Et est-ce que le projet a été partagé avec un réseau des espaces naturels sensibles au sein des départements? Est-ce que ça fait l'objet justement de discussions entre les différents services de département, ce genre de projet? Alors, ça fait partie un peu de nos projets pour cette année, effectivement, d'essayer de partager, de communiquer avec nos homologues. Et comme Jean-Christophe l'a fait tout à l'heure sur l'îlot des Niges, tous ces témoignages sont intéressants parce que on peut peut-être apporter une connaissance ou au contraire prendre des informations pour nous aussi faire évoluer notre projet. Une des reconnaissances qu'on a eues, c'est que le département le projet a été reconnu par l'État dans le cadre d'un appel à projet qu'il avait lancé sur la résilience des sites naturels face au changement climatique. Et on n'a pas été retenu pour la partie financement, mais au contraire pour faire partie d'un réseau de plusieurs gestionnaires de sites naturels, essayer de porter ce message. Alors à l'échelle technique comme moi, mais également j'aimerais pouvoir amener dans mes valises nos élus locaux pour qu'ils puissent parler à d'autres élus, à d'autres directeurs ou autres sur le fait que c'est possible à petite échelle ou grande échelle. C'est possible. J'ai bien peur que la nature nous l'impose aussi. Maintenant, on a des études scientifiques comme l'IRSTEA l'a présenté tout à l'heure qui nous montre qu'il faut agir. Donc, l'objectif cette année, effectivement, c'est de communiquer, de faire rayonner ce projet et de faire des petits un peu partout, dans toute la France, pour qu'on avance. Dernière question, est-ce qu'il a fallu obtenir des autorisations particulières pour faire ces changements? Oui, bien évidemment, c'est pour ça que j'insistais un petit peu tout à l'heure sur les différentes strates réglementaires du site. Donc, c'est des autorisations à obtenir auprès des différentes délégations de l'État, que ce soit la DDTM, la DREAL pour le réseau Natura 2000, pour le versant autorisation sur tout ce qui concerne la loi sur l'eau, au niveau local avec le PLU, la nécessité de mettre en place une enquête publique. Donc, tout ceci prend du temps, mais en même temps fait partie d'une certain type de concertation, ne serait-ce qu'avec le réseau des partenaires techniques et administratifs, mais ça permet aussi à la commune de digérer le projet, de faire un petit peu de com. Donc c'est
voilà, un passage nécessaire pour mettre en place un projet. Et là, encore une fois, si j'ai un petit conseil à donner avec la toute petite expérience qu'on a eue, c'est vraiment de ne pas hésiter à travailler avec les acteurs de l'État qui ne sont absolument pas là pour freiner les projets ou rappeler la réglementation, mais au contraire pour nous aider. Ils sont hyper demandeurs que ce genre de projet puisse se mettre en place pour là aussi essayer de faire écho. Donc l'État est un partenaire majeur. Ouais. Oui, tout à fait. C'est effectivement important de le signaler. Déjà, enfin, on ne peut pas faire les choses si on n'a pas les autorisations, donc c'est important à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'en termes de facilitateur, l'État peut être extrêmement efficace, même si par moment aussi, il peut être, disons, un peu désuni dans ses différentes prescriptions. Et c'est ce contre quoi on lutte, hein, en faisant des projets intégrés. Mais lorsque l'État se met en ordre de marche, c'est absolument efficace. Mhm. Merci beaucoup, Peyo.